ça. Vous êtes sur Radio Pulsar 95.9 dans l'émission Poitou Pop. Pour ce mois d'août, nous faisons des émissions un petit peu spéciales puisqu'il s'agit d'émissions préenregistrées avec des interviews fleuves que nous avions collectées par-ci par-là, notamment à la fête de l'humanité de Poitiers à Billard qui a eu lieu au mois de mai, de diverses associations, collectifs, personnalités qui sont investies dans le champ associatif et militant local. Bonne écoute. Pulsar. S'il te plaît, parle pas de petites sommes, parce que ça me trouble. Ah bah dis donc, tes problèmes sont résolus. Il y a pas mal de zéros. Il y en aura d'autres parce que je m'attaque au capitalisme. Tu te prends pour Karl Marx? Non, parce que je suis pas un théoricien, moi j'agis. Mais tu vas faire ça tout seul. Ben j'en ai bien peur, oui. Les étoiles en plus. Donc alors, on est avec un des militants de Thousand Madlins. Je te laisse te présenter l'activité que tu as au sein de Thousand Madlins dans un premier temps. Ok, donc déjà bonjour l'équipe, DE, donc Thousand Madlins to Gaza depuis le mois de juillet l'année dernière, pardon. Nous on a pour but de gérer le groupe local ici à Poitiers, comme il y en a des dizaines un peu partout en France. On fait des levées de fonds, on fait des événements, on sensibilise, on mobilise et surtout on soutient nos camarades en mer. Et donc aujourd'hui c'est avec Web86 et Poitou Presse, on a voulu t'interviewer à la fête de l'UMA. C'est parce que la dernière fois que nous on t'avait reçu, mais c'est la même chose je crois pour Web86, quand il y avait une interview, c'était avant le départ des flottilles. Depuis elles sont parties, comment est-ce que ça s'est passé? Sans surprise, interception, Nolan qui était sur... Qui vient d'arriver, tu veux participer à l'interview ou pas? Bah tu peux t'asseoir. C'est le moment, voilà, il vient d'arriver, il était sur un des bateaux sur la première vague et puis c'est en partie avec lui qu'on a organisé la deuxième vague qui est partie entre guillemets jeudi matin pour nos bateaux. Et donc comment est-ce que ça s'est passé le départ? Est-ce que tous les bateaux sont partis déjà vu que vous aviez énormément de bateaux? Comment est-ce que ça s'est passé? Alors c'est un petit peu compliqué, c'est là où il y a eu un petit peu de division malheureusement dans le mouvement, comme je t'expliquais tout à l'heure en off. En fait, si tu veux, avec le contexte actuel, ce qui se passe en Iran, etc., et un petit peu la recrudescence de la violence des Israéliens, les gens qui prennent les décisions entre guillemets dans notre mouvement ont décidé que c'était pas judicieux de partir maintenant. Donc forcément tu te doutes bien, ça a créé un petit peu de division au sein du mouvement et donc on a du coup enlevé aussi beaucoup de bateaux à la Soumoud qui avait déjà une cinquantaine de bateaux. Donc voilà c'est ça. En fait on s'était coordonné avec les autres mouvements, donc à savoir la Global Soumoud et la Freedom Flotilla Coalition. Ouais. On devait se rejoindre en mer et donc y aller tous ensemble. On a amputé la Soumoud du coup de quelques bateaux en prenant cette décision. Moi personnellement c'est pas une décision que j'ai validée et je suis loin d'être le seul, on est nombreux, la plupart des groupes locaux en réalité n'ont pas validé cette décision, c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on va continuer à soutenir les quelques bateaux, donc on a 5 bateaux sur les 17 qu'on avait réussi à préparer, on a 5 de nos bateaux qui sont partis quand même. Donc, malgré le fait de dire vous partez pas, ils se sont dit ils ont pris la décision, moi j'y vais, la lutte elle est plus importante que les décisions. Exactement. Ils ont rejoint du coup la Soumoud et les autres bateaux de la FFC qui sont partis. Voilà, ils les ont rejoints donc dans un premier temps ils les ont rejoints en Sicile et puis ensuite les bateaux ont été convoyés jusqu'à la Grèce et arrivés là-bas ils ont, comme vous savez il y a 22 bateaux de la Soumoud qui sont fait intercepter le 30 avril juste à la sortie des eaux grecques. Nos bateaux à nous, les quelques bateaux qui sont partis, les nôtres, étaient en train de les rejoindre à ce moment-là. Et donc voilà, là ils sont enfin réunis, ils sont partis donc jeudi matin avec 54 bateaux en tout. Donc la Global Soumoud, la Freedom Flotilla Coalition. Et donc je peux pas vraiment dire Thousand Madlins parce qu'officiellement Thousand Madlins a retiré ses bateaux de la navigation. Mais 5 bateaux avec des militants de Thousand Madlins sont en mer actuellement là. Et donc il y avait quoi dans ces bateaux, vu que les sionistes disent que vous ramenez des armes, etc. aux Gazaouis
pour vous C'est battre. le ciseau, ça, c'est le petit ciseau qui est planqué. Ils ont dit, regarde, ciseau. Mais qu'est-ce qu'il y a justement dans ces bateaux? Au départ, l'action militante, au-delà de montrer que le blocus, il peut pas fonctionner si tout le monde y va et qu'à un moment, c'est surtout un blocus, on va dire, politique, même un blocus militaire, mais malgré tout un blocus politique de la part internationale. Qu'est-ce que vous amenez justement sur ces bateaux? Qu'est-ce que vous essayez de casser dans ce blocus? Alors nous, ce qu'on emmène sur ces bateaux, déjà, il faut savoir qu'il y a beaucoup de journalistes, parce que ils aiment beaucoup tuer les journalistes, parce que évidemment, documenter ce qui se passe là-bas, ce serait compliqué pour eux. Donc il y a pas mal de journalistes, et en termes de matériel, il y a du médical, de premier secours, les sutures, tout ce qui est la désinfection, ce genre de choses. Et aussi pour créer une nouvelle écologie avec l'autosuffisance. Alors c'était prévu, c'est ce que j'allais dire, c'était prévu l'autosuffisance, enfin du matériel d'autosuffisance, mais avec l'amputation des 13 bateaux là, enfin des 12 bateaux, on ne sait pas réellement qui est parti avec quoi. Parce que les bateaux ont été chargés en fait tous au même endroit si tu veux, et il y avait une orga précise, nom de bateau, thème du bateau, et donc en fait ce qu'il y avait sur le bateau correspondait au thème. T'avais des bateaux qui étaient sur le thème de l'école, t'avais beaucoup de matos scolaires, t'avais des bateaux qui étaient sur le thème de la pêche, etc. Il y avait un petit peu de matos d'autosuffisance de ce côté-là, tu vois. Donc là, vu que les bateaux sont partis un peu aléatoirement, je saurais pas te dire là tout de suite ce qui est parti concrètement, mais c'est tout ce qui va être aide humanitaire de premier secours, donc nourriture un petit peu, et puis le médical surtout. Mais dans tous les cas, ce qu'on amène sur les bateaux, c'est vraiment symbolique. C'est vraiment symbolique, et c'est le but principal, c'est vraiment de briser le blocus et après ouvrir un corridor humanitaire pour faire rentrer les vraies aides après. Pour que les grandes organisations qu'on connaît déjà puissent passer et entrer de nouveau dans l'enclave, tu vois. L'idée c'est vraiment ça, c'est que symboliquement et effectivement on brise le blocus en tant que tel. Une fois que nous on passe, si nous on est passé, en fait les autres ont plus d'excuses pour ne pas y aller, quoi. Et tu parlais d'autosuffisance, c'est que faut bien se rendre compte qu'à Gaza actuellement, il n'y a plus rien. Les oliviers ont tous été arrachés ou presque. Les gens n'ont pas de quoi se nourrir, peuvent pas avoir leurs exploitations de viande, etc. C'est ça. Donc en fait, ils se retrouvent affamés complètement. C'est ça. Et ça dure depuis maintenant beaucoup trop longtemps. Et en fait, c'est l'arme principale. De toute façon, à chaque fois, c'est un petit peu à ça qu'on voulait pallier en ramenant du matos d'autosuffisance, parce que c'est bien beau d'amener à manger, mais si on amène à manger dans 2 heures, il n'y a plus rien, on va pas aller loin, quoi. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir recréer des systèmes qui leur permettent de se nourrir un minimum, de boire, tu vois, des systèmes pour assainir un peu de l'eau, tu vois, ce genre de trucs. C'est beaucoup plus important que d'emmener des bouteilles d'eau par exemple, tu vois. Donc voilà, c'était l'idée. Et est-ce que vous avez des nouvelles justement des gens qui ont été pris dans les eaux internationales à la sortie des eaux grecques, donc il y a quelques jours? Ouais, alors ils se sont fait intercepter, kidnapper le 30 avril. Pour la plupart des participants, il y en avait environ, je crois, 150 qui se sont fait intercepter. Pour la plupart, ils ont été relâchés rapidement. Ils ont été interceptés par qui? Par les forces d'occupation. Par les forces d'occupation israéliennes qui étaient bien loin de chez eux, parce qu'ils se sont fait intercepter alors en eau internationale, mais c'était à côté de la Crète, oui. C'était entre la Grèce et la Crète, enfin tu vois, c'était vraiment beaucoup plus loin que les fois d'avant, quoi. Ils n'ont pas le droit d'intervenir là-bas. C'est totalement illégal déjà de le faire dans les eaux palestiniennes. Déjà comme ce qu'ils ont fait l'année dernière dans les eaux palestiniennes, c'était totalement illégal. Et de toute façon, le blocus en soi, il est illégal. Et tout ce que l'armée israélienne et le gouvernement israélien fait depuis son existence quasiment est illégal. Ils font ce qu'ils veulent. Mais voilà. Et là, en l'occurrence, ils sont vraiment venus jusque quasiment dans les eaux grecques. Faut savoir aussi que il y a eu une complicité des autorités grecques, parce que quand ils ont relâché les premiers participants, ils les ont relâchés très rapidement. Je crois que c'était le lendemain, ou c'était vraiment très rapide. Ils ont été parqués dans des bus en Grèce. Ces bus-là étaient maintenus fermés par les autorités grecques. C'est-à-dire que c'est les autorités grecques qui ont débarqué les participants, qui les ont mis dans des bus et qui les ont fait attendre là-bas, je crois, pendant 2 jours. Ils étaient bloqués là-dedans, quoi. Donc c'est de la collaboration pleine et assumée par rapport à Israël, quoi. En tout cas, ça y ressemble fortement, ouais.
La dernière fois, est-ce qu'ils avaient été pris est-ce qu'il y a eu une avancée au moins sur la distance? Est-ce qu'ils ont été pris comme la dernière fois, qu'il y avait déjà eu une escapade en bateau, on va dire, une tentative d'entrer dans le blocus? Ouais, c'est ça. Ah ouais, là ils sont allés beaucoup plus loin, enfin ils sont allés les chercher beaucoup plus loin que la première fois, ouais. Bah en fait, ouais, pour éclaircir le propos, ils les ont pas laissés arriver jusqu'aux eaux palestiniennes. Faut savoir que sur la dernière vague, en fait, ils ont quand même attendu qu'on soit sur ce qu'on appelle nous la zone rouge, c'est-à-dire alors là-bas en Palestine, normalement c'est 20 000 nautiques des côtes. Là-bas c'est je crois 100 ou 100 000 nautiques ou tu vois. 100 000 quasiment. Voilà, c'est ça. Et en fait, à partir de là, c'est la zone rouge. Et normalement, quand tu passes les 100 000 nautiques, tu sais que tu rentres en eau palestinienne, là, que eux considèrent. 000, là, qui sont et voilà, là c'était vraiment beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'ils ont même pas attendu que les bateaux se rapprochent, ils sont allés les chercher directement en Grèce, quoi. C'est pour peut-être montrer un symbole de point sur la table, renvoyez pas des flottilles, on va les chercher pour donner, mais justement à l'inverse ça fait l'effet inverse et ça remobilise encore plus et ça nous motive encore plus à continuer, quoi. Donc là le but c'est pas d'arrêter finalement, c'est de continuer, surtout que finalement vous avez des bateaux en stock encore un peu. C'est ça, on va dire ça, et de réfléchir à comment on peut évoluer selon le contexte et de se remémorer est-ce que c'est vraiment le principal but d'envoyer des flottilles, est-ce qu'on reste sur ce truc là, est-ce qu'on évolue, on est en train de réfléchir à ça avec le groupe et voilà. Surtout qu'il y a un contexte bien particulier. Il y a donc ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe en Iran, le blocus à Cuba. On a l'impression que les États-Unis, là en ce moment, ils font ce qu'ils veulent. Donald Trump fait ce qu'il veut et que l'impérialisme américain, il a jamais été à la fois aussi fort qu'actuellement, mais à la fois aussi faible parce que les mouvements de résistance prennent de plus en plus d'ampleur. C'est ça. En fait, moi, je pense que ce qui s'est passé au niveau de la Grèce par rapport à l'interception là et ce que Trump fait en ce moment, c'est un aveu de faiblesse pour moi. Je pense qu'ils sont en train, c'est un peu l'animal blessé, tu vois. Là, ils sont en train de... Plus ça va et moins ils en ont, que ce soit en termes d'armes, en termes de soutien, en termes de finances. Tout le monde est plus ou moins en train de leur tourner le dos, sauf ceux qui n'ont pas le choix parce qu'ils sont tenus pour X ou Y raison, tu vois. Et donc là, ils sont un peu en train de lâcher. Pour moi, hein, c'est ma vision perso. Ton analyse à toi, personnelle. Exactement. Ouais. On y arrivera au downfall des États-Unis un jour, je l'espère. Mais ouais, je pense qu'on est en plein dedans. Je pense que ça a commencé depuis un bon moment et le 7 octobre, ça a vraiment enclenché le début de la fin, je pense, pour eux. Ça sera leur élément dans leur truc de propagande. Quand ils feront un film, ils parleront du 7 octobre avec des larmes et des violons. Je sais pas ce qu'ils prendront comme... Après, pour rien te cacher, je reste quand même très perplexe parce que on sait qu'ils savent, on sait qu'ils sont malins et qu'ils anticipent énormément les choses depuis des décennies. Et donc je serais quand même étonné qu'ils se soient laissés surprendre par tout ce qui s'est passé. Je pense qu'ils en ont encore un petit peu sous le pied, ça me fait chier de le dire, mais je pense que c'est une réalité. Quand tu es la première puissance militaire et que tu mets plus que le PIB limite de la France dans ton armement, forcément. Et puis même, il y a des organisations, il y a des milices privées qui font parmi des plus puissantes du monde. La France fait même appel à elles pour avoir de la sécurité. Forcément, à un moment, c'est compliqué. Et justement, le rôle de la France dans l'impérialisme américain, il est extrêmement important parce que la France envoie aussi des armes à Israël et donc participe finalement à ça. Et d'ailleurs le Premier ministre français il disait, Le Cornu, il a dit non, la France envoie jamais des armes, mais en fait si, elle les envoie juste en pièces détachées. C'est tout. Et après tu les rassembles là-bas, mais c'est pas nous on a envoyé. Mais c'est le propre de nos politiques et de tout ce qui s'y passe en fait, que ce soit pour ce sujet là ou pour tous les autres, c'est la même chose. Ils te disent un truc, ils font exactement le contraire, et quand tu t'en rends compte, ils te disent que c'est toi le fou. Enfin, tu vois, ça fonctionne toujours de la même façon. Donc à un moment donné, on commence à être habitué. Dire qu'on n'envoie pas d'armes, alors que je crois qu'il y a que 2 pays au-dessus de nous qui en envoient plus. Enfin, tu vois, il y a l'Allemagne et je sais pas qui. Mais sinon, c'est nous, quoi, tu vois. Donc à un moment donné, faut arrêter. Le Netanyahou qui survole 2-3 fois la France alors qu'il a un mandat d'arrêt au cul, tout le monde le sait. Enfin, tu vois, c'est le genre de truc. Il est pas passé sans prévenir personne, quoi, tu vois. Donc à un moment donné, soit on assume que nos gouvernants ils sont complètement impliqués dans ça et complices, et du coup on s'en détache et on essaye de faire des choses, nous, le peuple, ce qu'on a essayé de faire avec Southern Madeleine, qui était un mouvement totalement citoyen en fait, hein, tu vois, c'est que des gens comme toi et moi qui l'ont rejoint et on a fini par faire ce qu'on a fait. Soit on continue à jouer leur jeu, on se bat avec leurs armes, on fait des manifestations de 14h à 18h quand eux nous disent de manifester, on dit les slogans que eux nous disent de dire, et puis voilà, et puis on continue, quoi.
Je vais revenir un petit peu sur l'origine de Thousand Madlines, c'est d'où ça vient, parce que finalement, amarrer des bateaux et tout, c'est quand même pas une petite logistique. Là, on est dans une petite fête déjà de une douzaine de stands, une quinzaine de stands, il y a déjà beaucoup de bénévoles derrière, etc. Un bateau, c'est quand même une autre ampleur, quoi. Et est-ce que vous avez, voilà, disons, est-ce qu'il y a eu, bon, je sais pas, peut-être des collectes, des appels de dons, des choses comme ça qui ont permis de faire ça? Ouais. Et où vous trouvez le bateau, parce que c'est pas... Alors, il y a eu plusieurs moyens. En fait, on a eu des dons déjà de bateaux. Faut savoir qu'il y a, alors c'est pas la majorité, mais on a quand même eu des dons de bateaux qu'on a pu retaper derrière grâce aux dons. En fait, nous, ce qu'on a fait en tant que groupe local, c'est des levées de fonds. On a fait beaucoup d'événements de levée de fonds. On avait mis une cagnotte aussi en ligne à l'époque qui avait récolté pour la première vague 400 000 €. Donc avec ces 400 000 € là, on a déjà pu faire énormément de choses. On avait acheté... Il y a eu aussi un gros travail de communication nationale et internationale à ce moment-là et qui a permis aussi à la cagnotte. Mais c'est vrai qu'en principal, c'était les levées de fonds locaux. Enfin, ouais. Les élus, c'est ça. Rima Hassan qui avait fait un gros coup de projecteur sur le projet, justement. Ouais, il y a Rima Hassan, il y a plein de... Sur la première vague, on était pas mal suivis par beaucoup d'élus, beaucoup de députés, médiatiquement, ça va, c'était pas trop mal et tout. Du coup, ça a ramené pas mal de sous. Donc sur la première vague, on avait un budget de 400 000 €, on a réussi à avoir 9 bateaux fonctionnels. Faut savoir que c'est une logistique énorme, comme tu disais, tu vois, c'est vraiment... ne serait-ce que pour les départs, tu vois... L'année dernière, on est resté pendant 3 semaines, 1 mois en Sicile pour toute la logistique d'avant-départ. Donc ça implique qu'il y ait 150 personnes présentes sur site, 24 heures sur 24, sans même compter les équipages qui, eux, dormaient sur leur bateau. Donc t'as 200 personnes sur place à gérer. Donc faut gérer la bouffe, faut gérer les déplacements, la logistique, quoi, tu vois. Et moi, ça, c'était une partie de mon taf d'ailleurs, de gérer de la logistique, donc c'est pour ça que je peux t'en parler, tu vois. Mais ouais, c'est beaucoup de taf, ouais. Parce qu'après, quand les bateaux sont interceptés, vous les perdez ou non, ouais, on les perd, ouais. Ah oui, ça serait trop beau qu'Israël les redonne en mode tenez, bon courage pour la prochaine fois. Après, il y a des balises qui n'ont pas été réactivées, il y a peut-être des bateaux qui ont été coulés aussi. D'accord, ouais. Oui, donc à chaque fois, c'est retour à la case départ dès qu'il y a une mission qui va. Mais on a de la chance parce il nous restait des fonds de la première vague pour la deuxième. On n'a pas tout utilisé sur la première vague, donc il nous restait une centaine de milliers d'euros peut-être pour relancer la deuxième vague. Donc ça nous a permis déjà de ne pas repartir de zéro, tu vois. Et derrière, on a réussi à lever encore peut-être 200 ou 300 000. 200 000, je sais pas, je pourrais pas te dire, mais en gros, on est quand même reparti avec pas mal d'argent. Et donc, on a réussi à avoir donc 19 bateaux cette fois-ci. Mais malheureusement, comme je t'expliquais au départ, ils n'ont pas pu partir tous. Donc, on en a que 5 qui sont partis. On est hyper déçus, mais voilà. Est-ce que vous avez des coups de main parce que bon, qui dit bateau dit ville portuaire, donc j'imagine c'est Marseille, peut-être Bordeaux, le Havre, les points de départ. Mais est-ce que je sais qu'il y a eu par exemple des grèves de dockers qui ont, alors ça vous a peut-être pas aidé directement par rapport aux flottilles, mais où ils interceptaient plutôt des livraisons d'armes. Ouais. Pour empêcher qu'elles aient... Enfin, en fait, ils refusaient... ils faisaient des grèves à un moment, ils bloquaient les conteneurs, ou même ils bloquaient peut-être les départs, ou peut-être l'approvisionnement en fuel des bateaux. Ouais, alors les dockers, c'est effectivement des bons camarades, parce que je pense que c'est eux, ici en tout cas en France et dans pas mal de pays où t'as une côte, tu vois, l'approvisionnement, en fait, tout ce qui arrive par l'eau, c'est hyper important. Donc, et ce qui part, en l'occurrence, nous, dans le cas qui nous intéresse, donc les armes, la plupart partent par bateau. Et donc, le fait que les dockers empêchent ces containers de monter sur les bateaux, nous, déjà, ça nous aide. Le fait qu'ils nous donnent de la visibilité, parce que c'est surtout ça, les dockers, quand ils parlent de nous, en fait, eux, ils sont écoutés dans tout le pays. On a les dockers de Gênes, en l'occurrence aussi, qui nous ont soutenus pas mal pendant la première et là aussi pendant la deuxième vague. Puis après, ça lance aussi l'élan aussi de la mobilisation à terre, la pression populaire, et après ça peut lancer aussi un truc plus global, et c'est ça qu'on... Exactement, donc ouais, les dockers, c'est hyper important. On est toujours en contact avec eux, on est toujours en train de discuter avec eux. On essaye de faire en sorte que les mobilisations de dockers, les mobilisations à terre et la navigation coïncident, pour que ça fasse vraiment un effet, un genre d'effet boule de neige, tu vois, pour que les gens en entendent parler en permanence, et surtout que les gens n'oublient pas et que la visibilité reste sur nos bateaux, tu vois. L'idée, c'est surtout ça. Je crois que tu avais posé une question en tout premier, je sais pas si j'y ai répondu.
Non, c'était l'histoire des bateaux, mais c'est ton camarade qui a répondu. Mais en fait, finalement, ils vont choisir les bateaux, ils peuvent pas vous les rendre. Non, ils gardent les bateaux. Alors, comme ils vont se retrouver avec des tonnes de bateaux, en fait. C'est ça, du coup, ça leur fait récupérer des bateaux, de l'argent. Donc c'est un peu, c'est nébuleux. Parce que finalement, ils vous interceptent soi-disant pour des raisons de sécurité, tout ça. Mais au final, ils nous volent. Ils vous volent aussi. Au-delà du côté parce qu'il y a peut-être aussi un moment où vous risquez votre vie aussi. Il y a peu de ça, faut le dire. Mais en fait, vous perdez tout à chaque fois que vous y allez. Quoi, exactement. En fait, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que chaque membre d'équipage, quand il part avec rien auquel il tient. C'est-à-dire que si tu as un truc, un vêtement, n'importe quoi à quoi tu tiens, ne l'emmène pas. Parce que ils repartent de là-bas avec absolument rien dans leurs affaires et même pas, pour certains, ne repartent même pas avec leurs affaires en fait. Ils repartent avec le survêt que la prison leur donne là, et puis c'est tout. Et la France ne prend pas en charge le retour des ressortissants. Ça on va en parler de retour. Alors ça en fait, heureusement que l'année dernière sur la première vague, la Turquie a affrété un avion qui a permis aux ressortissants français de revenir ici, parce que autrement la France en avait absolument rien à foutre. Parce que moi la première question qu'on a eue en croisant les consuls qui sont venus pour nous à l'aéroport d'Istanbul, c'était merde. Je sais plus ce que je voulais dire. La première question qu'ils t'ont posée. C'est comment vous allez rentrer, on a prévenu votre mère, c'est le consul qui est là, exactement. Et il dit comment tu rentres. Voilà, comment tu rentres, tu t'es fait prendre en otage. Je prends un petit Uber quoi. Ouais, vas-y, je te prends ça, vas-y. Et du coup, Turkish Airlines à ce moment-là, ils nous ont payé un hôtel et le retour jusqu'en France. Parce que les liens avec la Turquie, justement là, par exemple, t'as une écharpe avec celle du podcast, j'en vois pas, mais t'as une écharpe avec le drapeau de la Turquie. C'est eux qui la Turquie est beaucoup en lien avec la Palestine et aide à soutenir la résistance palestinienne. Exactement. En fait, surtout dans les actions pour ceux qui savent, pour ceux qui sont un petit peu renseignés, et s'ils le sont pas, je vais les informer aujourd'hui. Un des bateaux qui est parti en fait en 2010, le Mavi Marmara ou Navi Marmara, il me semble. Mavi Marmara, c'est ça. Il est parti en fait avec des ressortissants turcs dessus, et alors il était pas tout seul, ils étaient en flottille et tout, mais ils ont intercepté les autres bateaux, et en fait quand ils sont arrivés à l'interception de celui-là, ça s'est pas très bien passé, les gens ont essayé de se défendre en fait, et donc il y a eu 9 morts, 20 blessés. Ils ont tiré à balles réelles sur les gens qui étaient sur un bateau donc humanitaire, c'est exactement la même mission que nous. Mais à ce moment-là, il y avait moins aussi de médiatisation, donc ça... Ça c'était en 2009, c'est ça, quelque chose comme ça? C'était 2009-2010, 2010 je crois, Exactement, et en fait ils ont tiré sur les ressortissants turcs, ils en ont tué 9, ils en ont blessé 20, et donc forcément ça a créé des tensions entre la Turquie et Israël. Faut savoir que 3 ans après cet événement-là, Israël a quand même reconnu son erreur et a présenté des excuses à la Turquie. Mais ça explique aussi peut-être pourquoi la Turquie est en aide. C'est là où je voulais en venir. Auprès des ressortissants, y compris français finalement. C'est ça. C'est là où je voulais en venir, c'est que je pense que la Turquie c'est un peu quelque part un espèce de besoin et de devoir de soutenir les gens qui vont soutenir cette cause-là, au vu du passif en fait, vu ce qui s'est passé quand leurs ressortissants sont partis. Je pense que eux un peu plus que les autres en font une cause vraiment qui leur tient à cœur quoi. Et du coup, depuis la première vague, est-ce que vous avez de plus en plus de militants ou justement ça se désengage? Comment vous... Alors en fait, si tu veux, le seul truc qui est dommage nous dans notre mouvement, c'est qu'il a été géré par les mauvaises personnes. D'accord. Parce que c'est souvent le problème. Ouais, moi je suis pas militant de base et donc j'étais pas forcément préparé à ce genre de problématique. Je suis vraiment arrivé en me disant c'est tout beau tout rose, on est tous là pour la même chose, et je me suis pas vraiment posé de questions. Idéaliste. Et puis en fait de fil en aiguille tu te rends compte de certaines choses, t'essayes de les remonter et tout. Alors déjà remonter ça devrait pas être un terme que j'utilise dans un mouvement qui est horizontal, tu vois, donc c'est exactement après, ce genre de problématique. Ça peut être horizontal aussi, c'est ça aussi, nous vu qu'on n'était pas du milieu du militant, l'horizontalité ça a ses défauts, ses qualités. Voilà, c'est ça. Il y a des mouvements qui ne pourront jamais être horizontaux parce qu'ils ont besoin d'une espèce de verticalité, c'est comme ça. À partir du moment où c'est les bonnes personnes en fait qui sont en haut du mouvement, qui sont dans le cercle ou que ça tourne même des fois, ça peut se passer correctement. Maintenant, nous malheureusement dans TMTG, on a été un petit peu court-circuité de l'intérieur par des personnes qui ont mis la cause au second plan.
Mais qu'est-ce qu'ils mettaient au premier plan? Leur ego, je pense. Ok. Tu vois, et puis tout un tas d'autres choses, et aussi le fait que c'est des gens qui sont un petit peu déconnectés. Tu vois, il y a les militants de terrain. Nous, on est sur le terrain, on va à droite à gauche. Il y a les skippers aussi, qui eux sont des gens de terrain. C'est pas des gens qui sont dans la théorie ou je sais pas quoi, tu vois, c'est des gens qui vont et qui font. Et donc les gens qui sont dans la théorie veulent expliquer aux gens qui font comment ils doivent faire, et ça c'est des choses qui peuvent être compliquées. Et en fait, on n'a pas perdu des militants, mais il y a des gens qui se sont écartés du mouvement à cause de ces problématiques-là, si tu veux. Okay. Mais on voit bien que la mobilisation, elle continue, qu'il y a toujours du monde, il y a toujours des gens. C'est juste un petit peu dommage que ça se soit passé comme ça. Mais sinon, en dehors de ça, en termes de mobilisation, il y a quand même toujours des gens. On arrive à lever des fonds, on arrive à sensibiliser. Les gens s'intéressent. Quand on a un stand, les gens viennent nous parler. Enfin, tu vois. Okay. Et au niveau des élus, est-ce que vous avez toujours cette proximité-là ou vous êtes en dialogue ou moins de soutien? Est-ce que vous attendez même un dialogue des élus? Parce que ça peut être un soutien question. En cas de danger de mort, mais est-ce qu'on fait confiance aux élus pour aller au bout de leurs promesses aussi? Les deux questions sont bonnes. Au niveau des élus, pour cette vague-là, on a été soutenu, mais à terre. C'est-à-dire que par exemple, on a Bompard qui est venu faire une intervention à Marseille quand on était à Marseille. Pour répondre à ta question de tout à l'heure, les ports, tu m'as demandé si on avait des facilitations pour les ports et tout. Je te répondrai après du coup. Mais donc à l'Estac, on était installé là-bas et Bompard est venu faire un petit peu de un discours devant les gens de la ville. On a quelques élus qui nous republient sur les réseaux, etc. À titre personnel, c'est bien, hein, ça donne de la visibilité et tout, mais j'estime que c'est pas un critère indispensable. L'action, elle se suffit à elle-même. Je pars du principe que l'action attirera les regards des gens et la visibilité qu'on veut lui donner, on l'aura en fait juste en faisant. Pour moi, c'est mon avis. Et pour répondre à ta question à toi, moi aussi personnellement, je suis venu dans Thousand Madeleine parce que les politiciens ne faisaient absolument rien vis-à-vis de ce qui se passe à Gaza. Ce serait complètement contradictoire aujourd'hui d'attendre leur appui pour agir, tu vois. Si on a agi, c'est parce que personne ne soutenait les Palestiniens. Moi, que les politiciens de France ils viennent me soutenir, moi je m'en fous en fait, tu vois. Allez soutenir la Palestine, arrêtez les accords entre Israël et l'Union Européenne, arrêtez de les défendre en permanence dans les médias, arrêtez de laisser des mensonges gros comme le monde se propager chaque minute à la télé, enfin tu vois. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Qu'ils viennent me soutenir, moi ou mon groupe local à Poitiers, je m'en fous, tu vois. Oui. C'est pas du tout un objectif. Si je peux me permettre, du coup, c'est vrai que là-dessus, finalement, les flottilles que vous envoyez, en fait, en termes humanitaires, ça n'a pas énormément d'effet, dans le sens, surtout, à d'autant plus forte raison qu'elles vont être interceptées et qu'au final, ce que vous avez chargé ne va pas arriver à destination, enfin, j'imagine. Par contre, là où c'est important, c'est que ça a un retentissement qui peut être grand, et plus il y en aura, plus il y aura de retentissement. Je vais faire un petit parallèle historique qui n'est pas peut-être un peu tiré par les cheveux, mais j'en ai pas beaucoup d'ailleurs de cheveux. mais c'est en fait, il y avait pendant la guerre d'Algérie, les avocats qui défendaient les militants du FLN. En fait, ils savaient très bien qu'ils n'arriveraient jamais à obtenir un acquittement ou une réduction de peine en les défendant. Par contre, ils faisaient tout un tas. En fait, ils faisaient des scandales en audience qui après avaient un retentissement dans la presse, et c'est grâce à ce retentissement après justement qu'ils ont dans la presse internationale évidemment, dans tous les pays, et c'est grâce à ce retentissement qu'ils ont finalement permis de faire avancer la cause, quoi. Ah ouais. Déjà c'est un parallèle qui se tient parce qu'on parle encore de colonisation, donc c'est un parallèle qui est carrément pas hors sujet. Ah oui, carrément. Et oui, effectivement c'est un peu ça. C'est pour ça, comme disait Nolan tout à l'heure, c'est très symbolique. En réalité, même l'aide qu'on arrive à charger sur les bateaux c'est des 30 pieds, ça fait 10 mètres de long, c'est pas énorme, tu vois. C'est vraiment même symbolique. Techniquement, tu peux pas mettre grand chose dedans, quoi, tu vois. C'est juste, en fait, briser le blocus, symboliquement réussir à passer et à atteindre les côtes. Ça obligera les gouvernements autour qui se cherchent un petit peu des excuses. Enfin, ça les obligera, c'est ce qu'on espère. Mais ça les forcera en tout cas à être en face de la réalité que c'est possible. C'est possible. Eux, c'est juste des citoyens. Ils ont pas un rond. Pour certains, c'est même pas des militants. Et ils ont réussi à y aller, quoi, tu vois. En fait, à partir de ce moment-là, je me dis qu'ils vont peut-être ouvrir les yeux et essayer de faire la même chose, ou en tout cas de nous aider à le faire, tu vois. Mais ouais, nous, ce qu'on aurait aimé faire, c'est déjà arriver pour briser le blocus symboliquement.
ouvrir le corridor humanitaire, laisser les bateaux aux pêcheurs palestiniens et faire les petites mains en arrivant sur le terrain et en voyant comment on peut aider aussi nous sur terre. Et du coup c'est là aussi que ça a créé un problème aussi dans le mouvement, ça a créé un problème, quelques personnes qui n'étaient pas de cet avis-là, qui voulaient rester au mouillage et repartir directement. Donc c'est à ce niveau-là où ça a commencé aussi à discuter au niveau de ça, parce que nous on voulait pas juste arriver au mouillage ou essayer d'ouvrir le corridor humanitaire et après repartir. Le but c'est aussi de laisser les bateaux aux pêcheurs et de pouvoir laisser des armes pour l'autosuffisance et l'autodétermination des peuples. Je pose peut-être beaucoup de questions, désolé. Est-ce que ça pourrait... alors après, des fois, il faut peut-être se concentrer sur une seule cause, mais vu ce qu'Israël fait au Liban, est-ce que, disons, ces missions-là pourraient aussi faire aussi peut-être mener une action peut-être du même type au Liban, d'envoyer une flottille au Liban. J'allais dire aussi en Iran, même si l'Iran n'est pas forcément en aussi mauvaise posture que la Palestine, et que aussi d'un point de vue pratique, tu arriveras à amarrer en Iran, c'est impossible. Tu arriveras en fait nulle part, tu arriveras en plein milieu du désert, parce que l'essentiel d'Iran, c'est quand même des cités qui sont en pleine terre, voire en pleine montagne. Mais est-ce que c'est des choses à laquelles vous avez pensé éventuellement d'élargir un petit peu, Ça a totalement été évoqué. En fait, ça fait même partie d'une alternative qui nous a été proposée par le mouvement. À savoir, Gaza c'est trop dangereux, c'est compliqué en ce moment, et on a Francesca Albanese et Greta Thunberg qui nous disent que c'est pas une bonne idée. C'est comme ça qu'on nous a amené les choses. Ils nous ont attendu de dire ça pour que... Moi, personnellement, peu importe comment tu t'appelles ou devant quelle caméra tu te trouves, je suis pas d'accord avec toi, point barre. Maintenant, oui, ça nous a été proposé comme une alternative. Donc on peut pas aller à Gaza, est-ce qu'on n'irait pas au Liban ? J'ai pas trouvé ça pertinent, sur le moment. Pas avec ces bateaux-là en tout cas. Parce que ces bateaux-là ont été préparés spécifiquement pour arriver en Palestine. Il faut savoir que même le travail sur les voiles, par exemple, tu vois, notamment un des bateaux qui a une voile où elle était nominative, c'était je suis Bissan, je m'appelle Bissan et je suis toujours en vie. Donc Bissan, c'est une Palestinienne qui est là-bas sur place. Et donc ce bateau-là était destiné à arriver là-bas avec ce message-là. Donc je vois mal ce bateau-là arriver au Liban. Tu vois ce que je veux dire ? C'est des petits... Après, il y a quand même aussi beaucoup de déportés de la Nakba qui sont au Liban. Donc il y a aussi factuellement beaucoup de Palestiniens au Liban aussi. Aussi. Après, il faut savoir que le nord du Liban nous attendait pas forcément. C'est pas, on n'est pas une initiative à laquelle Enfin, tu vois, on n'a pas eu plus de soutien que ça du côté libanais quand on a essayé de les contacter. Et puis ouais, en soi... alors, c'est une bonne alternative. Est-ce qu'elle est pertinente là tout de suite dans la temporalité ? Je sais pas. Justement, mais tu parlais de la Nakba. Aujourd'hui, c'est commémoration de la Nakba. C'était il y a 78 ans. La Nakba, et donc on se rend compte que 78 ans après, c'est toujours la même situation. C'est quoi les revendications justement que vous mettez en avant par rapport à la Palestine ? Est-ce que c'est qu'on retourne à... Est-ce que vous avez eu un débat sur justement la question des frontières ? C'est un des plus gros débats. C'est quoi est-ce que vous avez réfléchi à ça, ou est-ce que vous avez uniquement pensé à déjà de casser le blocus et après on verra plus tard pour ce qui se passe ? C'est vrai que sur ça, il y avait eu des divergences dans le mouvement. Il y a des divergences sur ça aussi, forcément, c'est le sujet où il y a le plus de divergences en réalité. Moi personnellement, j'ai un avis personnel sur le sujet. Et ça n'engage que moi, encore une fois, je le précise parce que là, en l'occurrence, je parle en mon nom. Mais pour moi, la Palestine, c'est la Palestine, point barre. Si les gens veulent vivre là-bas, ils s'appellent des Palestiniens. Tu parles en mon nom aussi alors, c'est bon, on est deux. Voilà. Tu vois, tu parles en mon mien aussi. Magnifique. 4 peut-être, 5. Qui dit mieux ? Mais voilà, pour moi, c'est avec la Palestine. Des droits pour tout le monde, les mêmes droits pour tout le monde, mais un État palestinien. Alors maintenant... avec ce qui s'est passé, déjà avec ce qui s'était passé depuis le départ, depuis les 78 ans, aujourd'hui même, jour pour jour, c'était très compliqué en réalité. Peut-être qu'après 67, il y avait une petite chance encore pour que... aujourd'hui, en 2026, je pense que c'est complètement utopique de se dire qu'ils pourraient cohabiter
avec les gens qui les massacrent et qui les ont massacrés depuis voilà. Après il faut une solution à 2 États aux États-Unis, ça marche voilà, aussi. Sinon c'est pas si mal. Ils vont s'implanter en Californie. Mais voilà, c'est ça. Il y a beaucoup d'endroits aux États-Unis où il y a de la place. Allez-y. Mais c'est parce que justement, moi c'est l'après en fait qui commence à me questionner parce qu'à un moment il va falloir que ça cesse. Israël va arriver à bout de souffle et on sait pas comment ça va cesser, mais ça devra cesser. Et ça me fait penser un peu à ce qui s'est passé au Rwanda finalement, où c'est pas la même chose vu que là, enfin si en vrai, il y a aussi des questions religieuses derrière le crime qui est organisé par Israël, mais en fait l'après génocide a été très compliqué. C'est-à-dire que déjà il y a eu une omerta totale et en fait les gens se communiquaient plus. Et puis t'as ton voisin qui a tué ta sœur, etc. C'est compliqué quoi. Exactement. Après il y a une plus grosse différence en Israël, c'est que il y a déjà le mur vert qui est déjà là depuis longtemps, où les Israéliens et les Palestiniens parfois se côtoyaient plus suivant les régions où ils habitaient. Et Jérusalem, c'est un autre cas de figure encore. Donc il y a vraiment la question de l'après génocide. Comment est-ce que ça va se passer en Palestine ? Ouais, ça malheureusement personne ne le sait. Je pense que y a que Dieu qui sait. Hein. Mais oui, c'est la grande question. C'est la question à 20 milliards. C'est comment est-ce qu'on répare maintenant. Et en vrai, je pense que les mieux placés pour répondre à cette question, ce seraient les Palestiniens. Les Palestiniens directement. En réalité, je pense qu'il n'y a que eux qui ont peut-être un début d'idée là-dessus. Nous, de là où on est, en réalité, c'est impossible de répondre à cette question. Vous, c'est l'apport logistique justement sur le fait d'avoir après pouvoir replanter des oliviers, etc. Exactement. Il faut savoir qu'il y avait des oliviers, c'était des oliviers centenaires. Enfin, ils vont pas repousser demain, quoi. Enfin, c'est tout un. Donc moi je pense que après tu vois si je dois te donner mon avis, on déplace leur état, on le fout au milieu des États-Unis, ils se démerdent là-bas et après nous on commerce tous avec la Palestine pour les remettre debout et on les tu vois. Et voilà, en vrai l'idée ce serait ça. Écoutez, merci beaucoup. Ah non, j'avais une dernière question justement. Quand ils viennent chercher un bateau, est-ce que donc tu m'as dit parfois ils coulent. Parfois ils prennent les bateaux, mais est-ce que ça arrive aussi justement que parfois ils laissent les gens sur le bateau, genre par exemple ils chopent le moteur, ils disent maintenant bon courage pour rentrer. Ils ont fait ça avec un bateau justement des 20 bateaux là qui ont été interceptés illégalement. Il y a un bateau, ils l'ont laissé à la dérive. Bonne chance, bon courage. Tu t'as entendu ça ? Ouais, alors en fait, tu dois avoir plus de détails toi je pense. Pour l'interception du 30 avril, ils ont intercepté 22 bateaux. Sur les 22 bateaux, il y a 21 bateaux dont ils ont pris les équipages et ils ont laissé les bateaux à la dérive. Et il y a un bateau, ils ont cassé le moteur et ils ont laissé l'équipage dessus. Et ils ont laissé le bateau à la dérive avec l'équipage dessus et sans moteur. Ah ouais. Voilà. Ça, de ce qu'on a entendu, c'était la première fois qu'ils faisaient ça. Hein. Et c'était la première fois qu'ils faisaient ça. Ils arrêtent tout le monde et ils les emmènent en détention. Et d'ailleurs, illégale encore. Petite précision aussi, il faut savoir que là, cette fois-ci, alors c'était déjà le cas l'année dernière sur la première vague, il y avait eu un petit peu de violence et tout. Là, il y a quand même eu de la violence à un degré un peu plus important. Là, les gens qu'ils avaient chopés. Exactement. Là, sur les interceptions du 30 avril, t'as des participants qui se sont quand même fait bien cabosser. Il y a du cocard, il y a du pansement, il y a de l'arcade ouverte, il y a du nez cassé. Enfin, ils ont vraiment frappé les gens pour de vrai. Sans distinction. Et d'ailleurs, pour la plupart, certains, je dirais pas des personnes âgées, mais des gens d'une cinquantaine, soixantaine d'années, quoi, tu vois. Ouais, c'est terrible. Mais justement, c'est là où c'est important aussi de se mobiliser et de visibiliser la lutte palestinienne et la lutte de soutien palestinienne, mais pas que, la lutte qui se passe à Cuba, la lutte qui se passe au Liban. Il faut être internationaliste et toujours montrer les dingueries que font les riches de ce monde, quoi. Mais en fait, il y a toujours un dénominateur commun entre toutes nos luttes, c'est les États-Unis. Mais nous, de toute façon, dans la charte de Poitou-Presse, c'est le colonialisme. Dans la charte de Poitou-Presse, il y a marqué que les États-Unis sont les méchants du monde, et si jamais il n'y avait pas les États-Unis, ils sont forcément impliqués à un moment ou à un autre dans cette histoire. C'est exactement ça. Donc, je sais pas si tu le savais, mais je crois qu'en ce moment, au moment où on se parle, ils sont impliqués dans 100 conflits armés. Je suis sûr que tu serais même pas capable de m'en citer 30 des conflits armés. Et eux, ils sont impliqués dans une centaine aujourd'hui, tu vois. C'est ça, parce que ça, c'est bien ce que tu dis, parce qu'on nous brandit la menace russe, la menace chinoise. La Chine n'a fait la guerre à personne depuis 50 ans. Moi. Exactement. C'est clair. La Russie, bon, il y a des choses discutables, mais c'est pas du même ordre de grandeur. Et on a l'Iran, pareil. Une très bonne vidéo sur notre chaîne YouTube Ventre Presse, où en fait on monte les budgets militaires. Les États-Unis, comment dire, tu prends un concours, allez, on va parler sport. tu prends le palmarès d'un Tour de France, ça se joue à 15 secondes.
tu vois, sur une course qui fait 200 km, quoi. Ouais. Et encore peut-être 15 secondes, je suis peut-être au-dessus de la réalité, c'est peut-être encore plus... Là, les États-Unis sont top 1, ils sont au moins 2 fois plus armés que le numéro 2 qui est la Chine, ou la Russie, non, la Chine. Et la Russie, ils sont que... La Russie veut dépasser les États-Unis. Mais la Russie, ils ont du boulot. Ils ont du boulot. Parce que après, dans leur alliance... La Russie, ils sont que 2 fois plus que la France, tu vois. Moi, je pense qu'ils mentent. Et l'Union européenne, enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a même pas de... Comment dire, c'est pas un palmarès top 1, top 2 en termes de budget d'armement militaire. Où les États-Unis ils sont talonnés. Là, ils caracolent en tête, ils ont au moins la moitié du budget militaire mondial. Donc, à un moment, tu peux dire ce qu'on veut, à dire tiens, un tel dirigeant est méchant, etc. Tu parlais de la Turquie où Erdogan, c'est quand même pas forcément, on va dire, notre tasse de thé, quoi. Mais malgré tout, si tu prends le rôle de la Turquie et la menace qu'elle pose sur le reste de la planète, c'est rien par rapport aux États-Unis. Voilà, quoi. Et ça, c'est bien de leur préciser, quoi. Mais en fait, il y a un truc que les gens devraient faire, et tu vois, c'est un petit truc iranien, je crois, ou libanais, un petit conte un peu satirique, tu vois, qui a relevé ce truc-là, et c'est hyper marrant. On dit toujours la guerre en Iran, la guerre en Irak, la guerre en Syrie, la guerre en Libye, la guerre en Afghanistan, la guerre là-bas au Kosovo. Mais c'est qui l'autre pays à chaque fois ? Tu vois ? C'est pas que des guerres civiles, hein, donc en fait, l'autre pays, c'est toujours le même, à chaque fois. S'il n'est pas impliqué directement, il a armé les gens qui se font la guerre, tu vois, à l'intérieur du pays. Donc en réalité, si tu regardes bien, sans les États-Unis, ou en tout cas sans leur besoin là, de coloniser tout ce qui bouge, il y aurait beaucoup moins de morts en fait. Ils sont à l'origine de plus de 4,5 millions de morts là sur les dernières années, tu vois. C'est un truc en fait, c'est eux les plus meurtriers et c'est eux qu'on écoute et c'est eux notre boussole, tu vois, donc, Et ce qui est important de comprendre, c'est que aussi à chaque fois c'est la volonté même du président des États-Unis et non du Congrès, parce que c'est totalement illégal dans leur pays de ne pas déclarer la guerre. En fait, la dernière guerre que les États-Unis ont déclarée, c'était la Seconde Guerre mondiale. Toutes les autres qui ont suivi en Irak, que ce soit Obama, que ce soit toutes les guerres en Syrie, machin, ça n'a pas été déclaré, ça n'a pas été voté au Congrès, donc même chez eux c'est illégal en fait de faire ça. Voilà. Donc c'est à chaque fois la volonté d'un seul homme. Ouais, c'est ça. Et c'est ce que Lincoln disait. C'est ce qui se passe. Et je suis totalement d'accord avec ça. Et c'est ce que les gens devraient commencer à comprendre. Faut que les gens arrêtent de se contenter d'un. Mais non, mais c'est compliqué. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué, c'est des gens qui discutent entre eux. C'est très clair, c'est des gens qui discutent entre eux. Il y a des intérêts. Une fois que tu connais les intérêts et les gens en question, tu sais ce qui s'est passé. C'est simple. Après, tu peux te mentir à toi-même, tu peux te voiler la face, tu peux te dire non, on est les gentils. On n'est pas les gentils. On n'est pas les gentils, on n'est pas du côté des gentils et on ne l'a jamais été. Et là, en fait, plus ça va, plus on va du mauvais côté. Donc maintenant, soit on a deux solutions de toute façon. Soit on prend un tournant radical maintenant. Et on sort un petit peu de tout ça et on essaye de... radical finalement. Même si je pense qu'après tout ce qu'on a fait, ça m'étonnerait qu'on arrive à rattraper quoi que ce soit. Mais bon, admettons. Mais sinon, on est foutu. Là, on fonce droit dans le mur. On va tomber avec les 8 pays là qui se croient plus malins que tout le monde. Il y a 193 pays dans le monde. Il y en a 8 ou 10 qui sont d'accord avec nous. En fait, on est 8 à 10 à être d'accord entre nous. Tous les autres sont pas d'accord avec nous, tu vois. Ne serait-ce que... Enfin bref, il y a des organisations qui sont reconnues terroristes par 11 pays dans le monde. T'as 180 pays dans le monde qui disent bah non, c'est juste de la résistance en fait, tu vois. Et du coup, on se rend compte en fait au final que l'un des problèmes majeurs dans le monde en dehors des États-Unis, c'est aussi l'OTAN duquel on fait partie et finalement, et on voit à l'approche des présidentielles, des lignes qui s'éclaircissent. Moi, Glucksmann qui est pro-États-Unis. Glucksmann. Parlons-en. L'autre jour justement dans Poitou Pop, je lisais un peu la charte de place publique et dedans il y a vraiment marqué que les grands méchants, genre vraiment, je sais plus ce que c'est la phrase, mais il y a marqué oui, pendant que la Russie et la Chine se militarisent, il faut avoir une ligne atlantiste, etc. Et il ne parle pas des États-Unis. Voilà, et si justement il est en mode à fond avec les États-Unis, il est à fond, il est dans une ligne atlantiste, autant à 200%. Son programme aux élections européennes 2024, où il était quand même, il avait eu un petit peu la cote à ce moment-là. Sa première mesure, c'est que c'était doubler le budget militaire européen. C'était même pas, à la limite, il pouvait l'avoir. Ouais. Il pouvait avoir ça, c'est ça. Ridicule en plus. Mais il pouvait avoir ça. Il pouvait quand même, avant, pour les gens qui vont voter pour lui, dire je vais vous avoir plus d'écoles, plus de culture, ce que tu veux, et ensuite rajouter ça. Mais même là, c'était même pas ça. Lui, en premier. Tu ouvres la première page, c'était ça, quoi. Ça, c'est important, quoi. Mais c'est ridicule. Mais par contre, en budget militaire, la Russie est largement en dessous, donc il faut arrêter de brandir cette menace.
quand déjà la somme des pays européens, c'est au moins 6 ou 7 fois le budget militaire de la Russie. Ouais. Mais ne serait-ce que, de toute façon, parler de menaces quand le seul pays qui a l'arme nucléaire sans en avoir le droit, c'est Israël, quand le seul pays qui attaque depuis le début, c'est Israël, quand... Enfin, tu vois, à un moment donné, la menace... Oui, de toute façon, quand je dis Israël, ça veut forcément dire USA. Sûr, on le sait tous, pas la peine de le repréciser ici. Mais tu vois, voilà, en gros, c'est toujours les mêmes qui attaquent, c'est les mêmes qui accusent les autres de faire des choses que eux font. Ça fait 40 ans quand même qu'on dit que l'Iran il est en train de raffiner de l'uranium, je sais pas, d'enrichir de l'uranium, tous les 6 mois il enrichit de l'uranium l'Iran, d'accord ? Sauf que pour le moment, il a pas l'arme nucléaire. Le seul qui l'a là-bas au Moyen-Orient, l'arme nucléaire sans en avoir le droit et qui a pas signé qui a pas signé le traité de non-prolifération, c'est Israël en fait. Donc faut que les gens ils arrêtent à un moment donné de se mentir et d'écouter les mensonges qu'on leur sert toute la journée et juste qu'ils regardent le factuel. Celui qui ment, celui qui triche, c'est Israël, c'est pas les autres. Les autres ils font, alors ils mentent peut-être aussi, mais à chaque fois en tout cas que j'entends une information qui est diffusée dans un autre pays et en dehors du carcan occidental, quand je la vérifie elle est vraie. Quand t'entends un truc qui vient des USA ou d'Europe, tu vérifies souvent, très souvent, c'est faux. Il y a ce gros truc là des fake news aussi qui avait été donné par Israël. Moi je me rappelle d'un camarade avec des grosses guillemets qui était là, qui avait fait un communiqué entier sur le 7 octobre et donc à l'époque on était dans la même organisation etc. Et en fait sur le communiqué entier il fait 3 lignes sur la Palestine, 25 lignes sur les enfants dans des fours en Palestine quoi. Et moi j'étais là en mode mais tu te rends bien compte que c'est faux, c'est pas c'est de la fake news. Que c'est faux, exactement, et qu'en fait là genre on est en train de dire que c'est la faute à Israël s'il y a des gens qui révolutionnent pour avoir leur territoire qu'on leur a volé il y a 70 ans quoi. C'est exactement les mêmes types d'arguments qu'on avait en Algérie où nous on appelle ça la guerre d'Algérie alors que là-bas ils appellent ça la révolution. Donc et justement la question de la fake news elle est extrêmement importante sur la question palestinienne et c'est peut-être là justement où on s'est le plus rendu compte de manière moderne de la déconnexion totale des médias par rapport à ce qui se passait et surtout comment est-ce que les médias sont les tapis du pouvoir quoi. Les médias ils sont les tapis du pouvoir et puis ils sont même par des oligarques. Ils sont à leur service. Non, pas nous. Sur Poitou Presse et Web 86. Non, mais il faut savoir qu'en fait le mensonge. En fait, à un moment donné, il faut pas juste se contenter. Tu vois, moi, ce qui me dérange beaucoup actuellement et dans le paysage actuel, c'est ils ont menti. On te prouve sur un plateau télé. Il y a quelqu'un qui est là, qui te ramène un argument factuel en disant mais à cette date-là, ils ont dit ça, c'était faux. Ouais, on passe direct au sujet. Mais non, en fait, on va pas passer au sujet d'après. On va se poser la question de pourquoi ils ont menti et à quel moment encore ils ont menti depuis qu'ils nous parlent en réalité. Parce que s'ils ont menti à ce moment-là, on s'en est rendu compte, c'est super. Combien de fois ils nous ont menti sans qu'on s'en rende compte, tu vois ? Et en fait, c'est cette question-là que les gens devraient commencer à se poser plutôt que de se dire à longueur de temps oui, mais c'est pas grave. Tu sais, on dirait, les gens, si c'est toi, ton pote ou ta femme te ment, te trompe une seule fois, tu vas t'en rappeler toute ta vie et il y a de fortes chances que tu lui réadresses jamais la parole. Eux, c'est prouvé qu'ils ont menti des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. On continue à... Enfin, moi j'en fais pas partie, mais les gens continuent à les écouter et à leur faire confiance. Et ils votent pour ce genre de personnes, ils vont voter pour ces gens-là en sachant pertinemment qu'ils ont volé, par exemple, en l'occurrence pour Marine Le Pen, plus de 4 millions d'euros. Tu vois ? Et le mec qui a volé un sauciflard, je sais pas quoi, parce qu'il avait faim là-bas, on va dire mettez-le en prison, il vole, il est dangereux. Mais les gars, on vous a volé plus de 4 millions d'euros, tu vois ? Et tu vas voter pour cette personne-là. Mais enfin, tu vois, j'aimerais bien qu'on retrouve... Poutou, il est bon. J'aimerais bien qu'on retrouve un petit peu de cohérence, en fait, ne serait-ce que dans les manières de penser, les manières de réfléchir. J'ai l'impression que les gens sont devenus complètement stupides, en fait, tu vois. C'est fou. Que comme t'as la même information qui est partout. Moi j'ai une théorie sur ça, c'est le fait que, enfin je pense pas être le seul en fait, mais le fait d'être dans les 3-8, on va dire. Beaucoup de gens en fait ils sont là métro boulot dodo depuis les années 80, etc. En fait le soir t'as même pas le temps d'avoir une sorte d'esprit critique ou de remettre en question, vu que directement en fait t'es bombardé à longueur de temps d'informations. Et il y a ce vieux truc de l'information positive, un vieux truc libéral en mode maintenant il y a plein de médias positivistes qui arrivent, etc. Et en fait ça te dépolitise totalement le truc, ça te fait croire que les informations négatives elles sont 100% réelles et c'est la faute du pas de chance, etc. Et les informations positives elles sont là pour de temps en temps te donner du smile. Exactement. Alors qu'en fait le problème, on aurait tous du smile si en fait il y aurait plus le capitalisme, il y aurait pas les États-Unis, il y aurait plus le racisme, l'antisémitisme, etc. Donc en fait c'est
le problème des médias qui ont tous la même ligne, c'est-à-dire les méchants, c'est les gauchistes bien souvent, et les gentils, c'est ceux qui sont dans l'ordre, dans le bien commun, etc. Mais tout ça, c'est orchestré. Enfin, tu vois, c'est millimétré quand tu vois. Alors aujourd'hui, en fait, ils se cachent de moins en moins, et du coup, pour les gens comme nous, c'est de plus en plus flagrant. Tu vois, c'est vraiment, ça se voit comme le nez au milieu de la. Moi, quand je les vois mentir, j'ai envie de leur dire, wesh, les gars, mentez doucement, tu vois. Cachez-vous un peu au moins. Vous abusez, tu vois, t'abuses du mensonge. Et quand je vois que en face, il y a personne qui lui dit, non, mais là, t'abuses, Roger, tu vois. Frère, je sais pas, tu vois. Moi, c'est un truc. Donc aujourd'hui, on a la chance. Je sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, on arrive dans une ère où ils se cachent de moins en moins. Je pense qu'ils ont l'impression que c'est acquis. Ils ont l'impression que, de toute façon, en vrai, le Covid nous l'a montré et plein d'autres petits trucs comme ça qui se sont passés ces dernières années. Ça leur a prouvé la docilité du peuple. Le litre d'essence à 2,50 là, non mais... On est où Les clopes, alors les fumeurs, bon voilà, c'est pas bien de fumer, mais les fumeurs, les clopes à 13 balles... 13 balles les roulés, je sers. Enfin tu vois, et en fait, tant qu'on continue à rien dire, tu vois. On est là, alors même nous, on en discute et tout, c'est bien, tu vois, mais même les gens qui vont écouter, en réalité, ils vont écouter, ils vont se rendre compte du truc, mais demain, ils vont se lever, ils vont aller travailler. Un bâton la citadelle. Et moi ça c'est un truc, c'est aussi ça que j'essaye de lancer de mon côté, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus fort cette fois-ci, qui va permettre aux gens de se lever, de se réveiller et d'arrêter de jouer leur jeu en fait. Parce d'être activiste dans le plein mot du terme, vraiment d'être actif et pas juste là à faire des stories. Même si c'est déjà, il y a un premier pas dans le militantisme. Exactement. Ça permet aussi par moment, t'as besoin aussi d'avoir du concret. Parce que c'est vrai qu'il y a ce problème-là, et après je te passe le micro, il y a ce problème-là souvent du militantisme sur les réseaux sociaux, où en fait on va demander aux gens de liker, de partager, etc. Ça donne déjà un petit coup de pouce, mais en fait c'est pas que ça, il y a aussi le vrai lien. Le vrai lien, il est dans la rue, il est dans les lieux de rencontre, il a marché sur le pavé, etc. Et s'il n'y a plus ça, il n'y a plus rien, quoi. Carrément. Ce qui a étouffé tout ça, rappelons-le, parce qu'il y a eu les gilets jaunes qui sont rebellés pour 1,60 le carburant, mais ce qui a vraiment étouffé ça, c'est la répression qu'il y a eu autour de ça. Les gens, ils ont été traumatisés. Ils se sont fait taper dessus. Il y a eu des affrontements. Ça ressemblait à une guerre civile. Je suis totalement d'accord avec ça. Et tu sais, ce problème-là, il vient juste de la division. En fait. On a largement assez d'effectifs. Ouais, exactement, divisé pour mieux régner. On a largement assez d'effectifs populaires pour se lever. Mais il faut créer des ponts entre la banlieue et la campagne. Exactement. Ce qu'on a essayé de faire, soit dit en passant, au moment des agriculteurs, quand ils ont commencé à venir et tout, tu vois. Et en fait, même là, encore une fois, moi j'ai vu le truc se faire. Pour moi, c'était clair comme le nez au milieu de... Tu vois. Quand ils ont mis, alors je connais pas ceux qui sont un peu racistes là, c'est lesquels ? La coordination rurale. Voilà. En fait, il y a la Confédération paysanne, ça va. Ça c'est les bons, ça c'est les camarades Confédération rurale, la coordination rurale. Mais regarde, bon après il y a peut-être des gens de la CR aussi qui sont bons. Ils ont pris. C'est un débat agricole de fond, vu qu'après ça dépend aussi des trucs. Super, il y en a des biens. Oui, voilà peut-être. Mais ouais, en gros ils ont pris les trois gros racelards. Les plus gros racelards qu'il y avait dans la CR, ils les ont fait parler devant une caméra et ils ont mis ça en boucle pendant une semaine pour que les mecs comme moi, les mecs comme les mecs des cités, les mecs trucs, ils se disent ah ouais bah regarde ils parlent mal de nous, tu vois, alors que tous les mecs de cité à ce moment-là, ils étaient prêts à descendre. Parce qu'il y avait aussi déjà une députée, je sais plus c'était quelle députée, je crois que c'était de Limoges. Une députée LFI, oui, après on peut pas citer forcément les partis politiques. Si, on peut. Manon Meunier. Manon Meunier, voilà, c'est ça exactement. Ouais. Et elle avait déjà commencé à créer des premières approches. Et on a vu directement que ça a été récupéré par le CR et après. La CR, c'est des gros fachos. Même quand souvent t'as des manifestants de la CR qui viennent, t'as l'Action française qui vient bien souvent, qui est pas loin, etc. Et ils sont là en mode le problème en France des agriculteurs, c'est pas l'agro-industrie, c'est le fait qu'il y ait des Arabes qui nous volent nos terres, qu'on aide les étrangers à s'installer. Et dans la CR, pour autant, t'as pas. Au départ, c'est pas fondamentalement un truc tout à fait raciste. ça, parce que même pour le coup, la CR, même des fois, ils étaient du coup à prendre des travailleurs sans papier aussi. Sur leur ferme. Ah oui, la CR, oui, mais ils ont ce côté-là, mais en fait, c'est plutôt. Ils sont purement. Enfin, ils défendent que leur gueule. Oui, ils défendent leur gueule. Donc, à ce titre-là, ils peuvent avoir des positions paradoxales, justement, à défendre. Enfin, ils vont pas défendre les sans-papiers, mais ils vont plutôt les exploiter. Mais c'est ça qui est justement bizarre avec la CR. Enfin, bizarre, non, finalement, c'est la logique des choses, vu qu'au départ, c'était censé représenter les agriculteurs. C'est un syndicat poujadiste, quoi. Ils sont rentrés dans l'extrême droite, etc. Mais on change de sujet totalement. D'ailleurs, on vous invite, si vous écoutez ce podcast, de retourner. On avait fait une émission Poitou Pop sur la question de l'agriculture et de l'élection à la Chambre d'agriculture
sortir où la CR avait gagné, il me semble. Oui, alors on avait reçu Thomas Bartou de la Confédération Paysanne qui avait évoqué ça, et à l'époque c'était en 2025, début de 2025. Ouais, c'est ça. C'est ça pendant les élections. Mais enfin, écoutez, merci d'avoir répondu à nos questions. Quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter? Juste savoir si vous aviez une cagnotte encore en ligne ou des réseaux. Voilà, c'est le moment de faire la pub là. Ouais, alors il y a plus de cagnotte en ligne en ce qui nous concerne, nous, le groupe local de Poitiers. Le mouvement Thousand Madeleine est en restructuration actuellement. Moi personnellement j'ai quitté les groupes, etc. Donc je sais pas trop où ça en est. Par contre, la page Insta de TMTG Poitiers, on va la renommer dans peu de temps, et donc on va continuer nous les actions de notre côté avec les autres groupes locaux un peu partout en France. Peut-être plus accès internationaliste, c'est ce que je disais, voilà, j'allais y venir, ouais. Il peut-être mettre sur le devant la question de Cuba, etc. Ouais, exactement, on va globaliser un peu plus la lutte. Parce que comme tu peux voir, moi par exemple aujourd'hui j'ai Sport Adama, ouais, faut le rappeler. Il y a énormément de luttes à mener. Je pense que elles ont toutes la même cible en réalité, c'est le capitalisme et tous les acteurs qui aident ce capitalisme complètement fou à exister. Donc nous, ce qu'on va viser, c'est ça. On va inviter un maximum de gens à nous rejoindre, etc. Et on va structurer les choses de manière à ce que ça se passe mieux et qu'on ne retrouve pas les problématiques dont je te parlais tout à l'heure. Donc oui, pour le moment, vous pouvez vous abonner à la page Thousand Madeleine Poitiers, qui est en passe de devenir autre chose. Mais bon, pour le moment, on va conserver celle-ci, vu qu'elle a déjà quelques abonnés et que les gens nous connaissent. Après, en attendant, on peut donner plein de force à la ZAD, Poitou Presse, tous les médias locaux, toutes les assos locaux qui soutiennent aussi et qui sont dans la lutte. Carrément. Il faut donner de la force à ceux qui luttent au quotidien et qui parfois risquent leur vie, mais qui risqueront toujours moins leur vie que les Gazaouis sous les bombes d'Israéliens. Exactement. Il faut le rappeler. Et on rappelle aussi aux gens que effectivement la mobilisation sur les réseaux, on en parlait tout à l'heure, c'est pas anodin non plus, c'est pas rien, il faut continuer, il faut partager. Chaque moyen est utile. Voilà, c'est ça, même si t'as 1 euro à donner, donne 1 euro, c'est pas grave. Si t'as un partage, un like, n'hésite pas, et voilà, il faut faire parler, il faut visibiliser et il faut mobiliser les gens. Et ne jamais perdre espoir. Merci beaucoup, ça faisait longtemps ça qu'on disait qu'il fallait qu'on fasse une longue interview et que la dernière fois entre eux qu'on n'avait pas eu le temps. Finalement ça sera la fête de l'UMA où ça aurait pu s'organiser et à nouveau prochainement pour parler en espérant qu'on ne parlera pas de Gaza et en espérant que ça sera enfin fini, mais qu'on parle plutôt de comment aller repeupler les États-Unis en ayant vidé totalement ce pays des gens qui tirent sur des tornades. Je suis carrément d'accord. Bon allez, merci beaucoup Thousand Madeleine. Merci à toi. Merci beaucoup. Putain. Alors c'est de plus en plus catastrophique, le groupe va s'écrouler. On peut quand même pas être les complices d'un suicide. Bonne le pape. Les travailleurs ne laisseront pas saboter le formidable outil qu'ils ont contribué à forger. Indignés par ton attitude, ils décident de gérer eux-mêmes le groupe. Vive l'autogestion! Vive l'autogestion! Ah, tout de même. Les étoiles en plus. Voilà, c'était Poitou Pop. Nous sommes sur la dernière émission du mois d'août. À la rentrée, nous reprenons notre rythme habituel avec des émissions enregistrées en direct. Restez sur Radio Pulsar 95.9. Bonne soirée.